Bonjour et bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour nous aider à vivre ensemble une féminité décomplexée et libérée dans toutes les étapes de notre vie. Je m'appelle Marion, je suis entrepreneur et je souhaite donner la parole à des invités extraordinaires par leur histoire et leur parcours, dans l'espoir de changer à notre échelle les règles du jeu. Bonjour Eugénie, est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter un petit peu ton histoire et ton parcours, s'il te plaît? Oui, bonjour Marion. Donc moi c'est Eugénie Tabi, je suis formatrice en symptothermie moderne, qui est une alternative pour, gérer son cycle, comprendre sa fertilité et ça fait, 4 ans du coup que je transmets cette méthode et que c'est toujours avec grand plaisir que voilà, j'écoute, les histoires des femmes, leurs soucis avec les contraceptions, précédentes, leur motivation à passer à une, méthode naturelle et c'est un parcours que j'ai traversé aussi donc je peux bien, le comprendre puisque moi-même j'étais dans cette démarche d'un besoin de naturel, pour ma contraception après, des échecs on va dire, contraceptifs. D'accord, mais du coup, quel est ton rapport à la contraception? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus finalement sur ces échecs dont tu parles et qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à en faire ta spécialité? Donc en fait, moi, j'ai pris la pilule, on va dire un petit peu comme tout le monde malheureusement, à l'adolescence. C'est voilà les premiers copains, avec la maman, on va chez le gynécologue, OK, d'accord. Et puis, enfin voilà, à cette époque, j'avais pas vraiment conscience de ce que c'était non plus, une pilule. Je pense pas qu'on m'ait présenté vraiment d'autres alternatives et voilà, donc j'ai commencé à prendre la pilule à 16 ans. D'accord. Et après, je suis partie faire mes études, sur Paris, parce que moi, j'étais une petite, provinciale et sur Paris, voilà, j'ai découvert, tout un monde, quoi. Enfin, voilà, d'autres cultures, d'autres modes de vie, notamment, le végétarisme et je me suis posé la question de qu'est-ce que je prenais, en fait? Qu'est-ce que c'était vraiment la pilule? Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était un médicament. Mmh. Donc j'avais 19 ans et j'ai vraiment eu une prise de conscience de me dire: «Bah, je prends un médicament tous les jours, en fait» et j'en voyais pas la fin, tu vois? Je me suis dit: «Mais ça va je vais prendre ça toute ma vie, c'est pas possible, quoi» et j'ai arrêté, voilà, du jour au lendemain, j'ai arrêté ma plaquette, et je me suis, protégée avec des préservatifs parce que moi, je suis de la génération des années 80, donc on a été, beaucoup matraqués avec, voilà, avec le sida: «Protégez-vous», donc j'avais pas de problème avec les capotes et j'avais pas tout le temps des partenaires fixes, donc c'était très bien aussi. Et après quand j'ai rencontré, voilà, des personnes avec qui je suis restée plus longtemps, j'ai fait, la méthode du calendrier. Donc c'est-à-dire qu'avec les connaissances qu'on m'avait transmises, tu vois, à l'école, au collège, au lycée, de cette ovulation 14e jour, le cycle de 28 jours, puis j'avais un cycle tout à fait, régulier, à peu près 28 jours tout le temps, donc je me disais: «Bah oui, c'est comme ça évidemment, quoi». Donc je me protégeais pas tous les jours en fait, tu vois? Je comptais et je me disais: «Bon, bah, là, je suis fertile autour du jour 14, les spermatozoïdes, vivent X temps, donc de là à là, c'est bon» et en fait, je suis passée longtemps entre les mailles du filet comme ça, parce que, je pense que je remplissais à peu près les critères d'un cycle, on va dire, standard, quoi. Mmh. Mais après, quand j'ai rencontré, mon mari, donc on a voulu faire des enfants, donc on a eu un premier enfant, très bien, je connais la date de conception, puis j'observais mon cycle en fait. Ça qui est assez étonnant aussi, c'est que j'avais déjà un pied dans l'observation de mon cycle, par rapport, voilà, aux douleurs que je pouvais avoir. Je suivais déjà aussi les phases de la lune, par exemple, mais vraiment de façon, ouais, très instinctive en fait. J'avais pas du tout de ressources par rapport à ça, quoi. Toi, tu vois un rapport entre le cycle et les phases de la lune, du coup? Ah oui, complètement, ouais, ouais. Alors pas chez toutes les femmes ou en tout cas, enfin, il y a des façons de l'interpréter. C'est pas une injonction à ce que le cycle soit calé sur la lune, mais il y a des choses à décrypter en tout cas, de mon expérience, quoi. Oui, parce que toutes les femmes ne sont pas réglées au même moment, alors que la lune, enfin le Oui, cycle lunaire apparaît, de façon régulière pour tout le monde. c'est ça, ouais, ouais et puis même chez une femme qui a un cycle, voilà, plutôt bien réglé, je l'ai vu chez moi, on peut très vite, décaler, en quelques cycles, 2-3 cycles, basculer complètement sur la lune opposée, enfin, tout est possible, en fait. Mais ça, pour moi, ça veut dire des choses, en fait. Après, c'est plus une question de, voilà, de développement personnel ou ça dépend comment on veut l'interpréter, mais il y a un message pour moi. D'accord. Toi, tu interprètes la chose de façon à ce que, par exemple, voilà, j'ai un cycle qui est très régulier, qui est axé sur la lune et puis je vais avoir un bouleversement, personnel au travail, un stress, ou une activité émotionnelle forte et potentiellement je vais basculer sur une autre phase de lune. C'est même pas forcément en lien avec, un stress ou un bouleversement, ça va être plutôt l'énergie dans laquelle on se trouve par rapport à nos projets personnels, professionnels, l'énergie du moment, en fait.
Des fois, ça peut être pendant, plus large au sens de l'année, en fait, Mmh. comment on veut, pour moi, si tu veux, le vrai pouvoir de la femme, il est dans son ovulation. C'est notre pouvoir créatif. D'ailleurs, on a, voilà, à la puberté, on a 400 000 potentiels ovules. Ça veut pas dire qu'on va faire 400 000 bébés, clairement. Donc ça montre bien tu vois, la force de vie qu'on a en nous, qui est pas qu'une force de création, physique, en fait. C'est aussi tout ce qui est, voilà, nos idées, nos envies et justement, par rapport au cycle de la lune, je trouve qu'il y a un message à quel moment tu ovules par rapport au cycle de la lune, en fait. D'accord. Le fait que tu sois plus, dans la lumière ou dans l'ombre, si tu ovules à la nouvelle lune, à la pleine lune ou dans des quartiers montants, descendants, ça veut pas dire la même chose, en fait. C'est plutôt par rapport à quelle énergie tu vas donner, au monde, en fait. Qu'est-ce que tu veux mettre en lumière ou pas, quoi. D'accord, c'est hyper intéressant et dans la conception et dans la contraception, ça joue aussi, j'imagine, énormément le fait qu'on se retrouve dans une phase ou dans une autre, de la lune. Tu as étudié ça? Non, pas vraiment dans ce sens-là, mais enfin, ça peut en fait, enfin, tout est lié, mais c'est vrai qu'après sur l'aspect, vraiment purement de la symptothermie, c'est pas quelque chose qu'on va considérer, par exemple. Ça, c'est plutôt un décryptage, parallèle par rapport aux énergies du cycle, de façon plus large, quoi. Parce que la symptothermie, justement, c'est quelque chose de très codifié, très scientifique, très terre à terre. OK, il y a quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure, quand tu, parlais de ta contraception naturelle que tu as mise en place à partir de 19 ans. À partir du moment où tu as réalisé finalement que tu prenais des médicaments tous les jours, c'est que tu n'es pas tombée enceinte, jusqu'au moment où tu l'as désiré. Ouais, enfin après moi j'ai eu la chance d'avoir un cycle très bien réglé. Enfin même jusqu'à présent là, ça fait, 78 cycles que je fais la méthode. Moi je suis imperturbable si tu veux, mon cycle. Je peux voyager, déménager, avoir du stress de ouf, enfin ça mon cycle il bouge pas en fait. Mais il y a des femmes, qui sont très sujettes au stress. Enfin des moindres petites choses peuvent vraiment perturber leur cycle. Donc c'est pas une méthode que je recommande du tout, tu vois? D'accord, oui, parce que vous Ouais. pensez que la contraception, finalement naturelle, elle est moins fiable que la contraception hormonale. En tout cas, dans ton cas, c'est pas le cas. C'est fiable parce que tu as un cycle très régulier. Oui, alors ce que je faisais, la méthode calendrier, c'est pas vraiment enfin, l'efficacité est beaucoup moindre que la symptothermie, hein. C'est pas une méthode, en fait. Le calendrier, c'est la méthode Ogino, c'est à peu près 20 d'échecs, on va dire. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la symptothermie? Oui, donc justement pour continuer ma petite histoire, donc quand j'ai eu mes enfants, voilà, ça s'est bien passé et tout et en fait, après mon deuxième enfant, j'ai eu un bébé surprise, en fait, tu vois? J'étais à 4 mois postpartum. Et j'ai pas compris, comment j'étais tombée enceinte. Enfin bref, c'était vraiment, le coup de massue. Surtout que, tu vois, j'avais eu justement, pas d'échec pendant longtemps, donc je comprenais pas du tout. Donc je suis passée par l'IVG, médicamenteux malheureusement Mmh. et après, quelques années, on a voulu faire un petit troisième. Et là, c'est pareil, en fait, ça a été de nouveau un bébé surprise. En fait, on l'avait programmé pour dans les mois à venir et on en a parlé et 15 jours après, j'apprenais que j'étais enceinte, quoi. Donc c'était pas vraiment un échec, mais pour moi, c'était encore, voilà, inattendu. Tu vois, tu sens que tu as pas le contrôle de ton corps, en fait. C'était très décevant et j'étais un peu sous le choc aussi parce que je m'attendais pas pour maintenant, quoi. Ouais, bien sûr. Donc là, on l'a gardé parce qu'on le voulait évidemment, mais voilà, après l'accouchement, s'est posé la question de, bah, maintenant qu'est-ce qu'on met en place? Parce que quand même 2 grossesses, successives, tu vois, non désirées, c'est voilà, c'est pas rien et hors de question de repasser par l'IVG donc qu'est-ce que je mets en place? Bah, là, ça a été le grand, grand point d'interrogation, sachant qu'au niveau médical, ce qu'on nous propose sans hormones, ça va être juste le stérilet au cuivre. Moi, j'avais pas du tout envie d'un stérilet, l'idée d'avoir ça dans mon corps, ah non, ça m'attire pas du tout. J'avais appelé ma sage-femme d'ailleurs qui me suivait, post-accouchement en lui demandant: «Mais est-ce que vous mettez des stérilets?» Elle m'a dit: «Non» et dans ma tête, j'ai entendu un grand «ouf» de soulagement. Donc là, je me suis dit: «Non, c'est vraiment pas pour moi, faut que je trouve autre chose» et bah, voilà, comme beaucoup de femmes, que je reçois aujourd'hui en formation, bah, je tapais sur internet, voilà, contraception naturelle, qu'est-ce qui existe? Et j'ai trouvé plusieurs options et on va dire, j'ai choisi la symptothermie un peu par aveu de faiblesse parce qu'en fait, la symptothermie, on va en parler après, mais il y a 2 critères, principaux. Ça va être l'observation de la glaire cervicale et le suivi de la température corporelle et je me suis dit: «Bon, la glaire, je connaissais pas» et je me suis dit: «Au moins la température, tu vois, s'il y a un échec, enfin, si ça se trompe, ce sera pas vraiment de ma faute parce que c'est le thermomètre qui va me donner la mesure, en fait». Donc ça m'a beaucoup rassurée et je me suis lancée directement et enfin, mon premier cycle, il a été vraiment une révélation parce que je venais d'avoir mon retour de couche de mon troisième enfant. J'étais
à peine 3 mois postpartum, avec de l'allaitement, intensif, jour et nuit. Donc moi, j'ai pas eu des allaitements en plus, très, très bloquants, longtemps et j'ai vu mon premier cycle, voilà, qui faisait 35 jours avec mon ovulation, autour du jour 30 en fait et là, j'avais la preuve sous les yeux, mais qu'en fait, j'ovulais pas du tout au jour 14 comme on m'avait mis dans la tête, tu vois? Donc tu avais eu beaucoup de chance, sur la partie, calendaire. Bah oui, voilà, ouais, quand j'étais plus jeune. Après, quand j'ai eu des enfants, c'est là où j'ai compris après, tu vois, quand j'ai commencé à approfondir avec la méthode que, bah oui, l'allaitement, ça chamboule le cycle, le postpartum aussi, donc évidemment, tous ces paramètres-là, je les connaissais pas du tout, quoi et là, je me suis dit: «Ah mais je la vois mon ovulation, en fait». J'avais la preuve sous les yeux de qu'est-ce qui se passe dans mon cycle et voilà, j'ai continué comme ça, j'ai appris de façon autodidacte, avec des livres que j'ai trouvés sur internet et tout et de fil en aiguille, j'étais, très, très active sur les réseaux, les groupes Facebook et après il y avait des opportunités pour se former, comme formatrice et je me suis dit: «Mais non, mais c'est pour moi, en fait». C'est pour moi, quoi, donc je me suis lancée et comme je disais tout à l'heure, voilà, ça fait 4 ans que je forme aujourd'hui avec toujours autant de plaisir et de passion, voilà. Bah, c'est génial et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ce que c'est finalement un cycle, classique chez une femme et à quel moment est-ce que, une femme peut tomber enceinte finalement? Parce que tout à l'heure on parlait de 14 jours et finalement de jour 31. Comment ça se passe techniquement? Oui et puis il y a beaucoup de confusion aussi, ne serait-ce que sur le vocabulaire. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui disent, cycle pour dire leurs règles ou un mois pour parler de leur cycle, alors qu'un cycle fait pas forcément, 30 ou 31 jours. Donc ce qu'on appelle vraiment un cycle le cycle, c'est les menstruations, une ovulation et de nouveau des menstruations. Donc les menstruations clôturent un cycle et démarrent un nouveau cycle, en fait. Et après, du coup, cette durée entre 2 menstruations, elle peut être variable. On est en Pour des cycles, on va dire, en bonne santé, on est entre, 22-23 jours jusqu'à, 30-35 jours, même des fois 40. C'est encore la normalité. Après, il y a aussi des cycles qui varient de quelques jours. Ça, c'est pareil, c'est pas un problème, en fait. On peut très bien avoir, 3-4-5 jours d'écart, d'un cycle à l'autre. C'est pas un souci, en fait. Et après, justement, de qu'est-ce qui s'organise dans le cycle, à quel moment l'ovulation elle a lieu, bah, ça, c'est pareil, c'est très individuel. Chaque femme est différente, chaque cycle est différent. Donc c'est pour ça qu'on peut pas compter, en fait. Les méthodes calendrier, il y a beaucoup d'échecs par rapport à ça. C'est-à-dire que, justement, l'ovulation, elle est pas toujours au jour 14, elle est même rarement au jour 14, hein, c'est à peu près seulement 15 des cycles, donc c'est même pas une majorité, en vrai. Et après, comme tu disais tout à l'heure, certains événements peuvent, décaler l'ovulation. Donc même si on est très bien réglé, on ovule souvent, par exemple, autour du jour 15, 16, 17, bien des fois on peut avoir, voilà, une semaine plus tard que l'ovulation est décalée, sans pour autant, par exemple, changer la durée du cycle. Donc ça, c'est pareil, la symptothermie, elle nous permet de voir dans mon cycle, comment s'articulent les différentes phases. Donc on a la phase des règles, où normalement on est quand même plutôt infertile. Si on a des cycles plus de 25 jours, normalement les 5 premiers jours du cycle sont pas fertiles. Après on a la phase, ce qu'on appelle préovulatoire, donc le corps il va préparer l'ovulation, parce qu'on n'a pas des ovulations, pop-corn, surprises, par exemple comme les chattes ou les lapines, voilà, elles ont un coït, hop, elles ovulent. Nous, il faut que le corps, il mette en place, qu'il réveille les graines, qu'il prépare tout ça, donc il faut au moins 6 jours de préparation. Donc ça, c'est pareil, c'est un minimum, ça peut des fois, être beaucoup plus long, hein, si, surtout avec après des pathologies ou ce genre de choses, on peut très bien, avoir une phase préovulatoire de, 15 jours, 3 semaines, un mois. Et une fois que l'ovulation, elle est prête, on a la phase de l'ovulation. Donc là, on a une autre hormone qui va déclencher notre ovulation. Cette phase-là, en vrai, on est fertile très peu de temps. On est fertile quelques jours avant l'ovulation et pendant l'ovulation, et c'est tout. Une fois que l'ovulation, elle est passée, s'il y a pas eu de spermatozoïdes, s'il y a pas eu de fécondation, bah, l'œuf, en fait, il va se dégrader, il va mourir dans les quelques heures après et la phase post-ovulatoire, qui a une durée normalement entre 11 à 16 jours à peu près, là, on est complètement infertile. Donc quand on est en contraception, on a, 15 jours tranquilles après l'ovulation, où on peut avoir des rapports sans risque puisqu'il y a pas d'œuf à féconder, tout simplement. Même si on oublie sa pilule, par exemple, si on prend une pilule? Alors après ça, c'est valable pour le cycle naturel. Voilà, je préfère le rappeler. Mais alors du coup, l'œuf, disponible qui va être fécondable, il vit quelques heures, quelques jours? On sait exactement la durée de vie d'un œuf? Ah oui, oui, tout à fait. Alors, si tu veux, la symptothermie, c'est souvent on est taxé un petit peu de, bobo écolo, tu vois? Un peu nature, perché. En fait, pas du tout. La symptothermie, c'est une méthode très scientifique, c'est-à-dire que c'est des chercheurs, c'est des médecins,
Il y a des universités qui font des tests sur ça. Enfin, c'est très, très documenté et toutes les données qu'on a viennent de données scientifiques, c'est-à-dire qu'ils ont étudié par des échographies, par des bilans sanguins. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de documentation scientifique sur ça. Donc, le premier ovule, parce qu'on peut avoir une double ovulation, je vais expliquer après, mais en gros, il y a une hormone qui va déclencher l'ovulation, c'est l'hormone lutéinisante, la LH. Et une fois qu'on a une première ovulation, cet ovule, il est viable, il est fécondable en tout cas 12 à 18 heures et au bout de 24 heures, la cellule, elle a disparu. Donc s'il n'est pas fécondé dans les 18 heures maximum, après c'est fini, quoi. Mais on peut aussi avoir une deuxième ou une troisième ovulation naturelle, maximum dans les 12 heures après la première. Donc à chaque fois, il y a un intervalle de 12 heures entre chaque En fait, maximum. une ovulation, dis-moi si je me trompe, mais ça va être des ovocytes qui vont grossir pendant le cycle, enfin en phase préovulatoire, et ensuite qui vont éclore entre guillemets et se libérer dans les trompes de Fallope et ensuite dans la cavité utérine. Alors en fait, ouais, c'est ça. Si tu veux, il y a une enveloppe, le follicule qui contient l'œuf, l'ovocyte, et sous l'effet de la LH, cet ovocyte, il va être relâché et récupéré par la trompe. Mais en fait, il attend dans la trompe, c'est-à-dire que si la fécondation, elle se fait dans la trompe. S'il n'y a pas de fécondation, l'œuf, il arrive jamais dans la cavité utérine. D'accord, il meurt directement dans la trompe et Ouais, il se dégrade comme des milliers de cellules à chaque instant dans notre corps, quoi. ouais, ok. Donc on peut avoir une double ou une triple ovulation, ça c'est possible, hein, des faux jumeaux, des faux triplés, mais c'est sur la même période d'ovulation. Tu vois, c'est à 12 heures maximum d'intervalle, donc on peut pas ovuler et re-ovuler une semaine après. Ça n'existe pas. Donc tout ça, c'est très documenté, hein, c'est pas des choses, farfelues ou tu vois? Ou inventées. Mais tu le vois quand tu es en process PMA, de toute façon, tu as des contrôles, enfin c'est mon cas, hein, j'avais des contrôles tous les 2 jours pour aller vérifier d'un point de vue échographique, enfin via une échographie, où en était la grosseur de mes follicules. Exactement, ouais. Est-ce que j'avais un follicule qui était suffisamment gros pour être libéré? Et ensuite, on allait contrôler effectivement la LH pour savoir si j'avais des taux suffisants et si j'étais près de l'ovulation. Et en fonction de ces contrôles-là, on est capable de dire exactement à quel moment est-ce qu'on va ovuler. Alors malgré tout, j'émets une petite réserve sur le «on peut prédire» parce que le follicule, il peut être gros, mais on peut pas vraiment estimer un timing, en fait. Après ce que tu dis, c'est intéressant parce que, ça c'est pareil, il y a souvent un petit peu une dualité entre, voilà, le monde médical, le monde un peu plus alternatif. Mais en vrai, on est dans la même démarche, tu vois? C'est juste qu'on a des outils différents donc, pour moi, la médecine de demain, ça va être d'allier ces 2 disciplines. Bah, bien sûr, ouais. Mais de la même façon qu'on peut voir à l'échographie, si on est proche de l'ovulation ou si elle a lieu, on peut le voir aussi avec la symptothermie de façon autonome. Sans outils, on va dire, visuels, mais ces paramètres de glaire et de température nous permettent d'avoir les mêmes informations, en fait. J'ai eu souvent des questions de personnes qui étaient en phase de préconception, enfin qui voulaient avoir un bébé, Mmh. qui avaient acheté en magasin des petites bandelettes pour prédire l'ovulation, ou pour en tout cas essayer de la calculer. Alors ça, c'est les tests de LH. Alors souvent, on appelle tests d'ovulation, mais en vrai, c'est des tests de cette hormone lutéinisante. D'accord. Alors c'est le problème de ces bandelettes, il y a plusieurs types aussi. C'est qu'en fait, la LH, elle peut très bien, marquer le test. Donc c'est-à-dire que le test atteint un certain niveau. OK, ça marque, mais ça ne veut pas dire que tu ovules dans l'instant. L'ovulation, elle se fait dans les 24 à 36 heures suivantes et chez certaines personnes, ça fait des faux positifs ou des faux négatifs. C'est-à-dire que le test va marquer et il y aura pas d'ovulation ou le test ne va pas marquer parce que la LH est basse pour le test, mais chez la femme, ça provoque une ovulation. Donc là, c'est un peu, enfin, en symptothermie, on va pas recommander spécialement ce type de bandelette parce que ça n'apporte pas d'informations, pertinentes par rapport aux observations qu'on a de notre cycle, si tu veux. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, un peu plus ce qu'est la symptothermie? Donc en fait, symptothermie, alors le mot, il est souvent un petit peu écorché, mais en fait, il y a 2 concepts: sympto, les symptômes physiques et thermie, la température. Donc en fait, justement, selon les phases du cycle, ces 2 critères, ils vont varier de façon significative. Donc les symptômes comme la glaire, on peut aussi regarder par exemple la position du col de l'utérus, ça c'est un autre critère aussi, donc ça dépend on va dire des écoles de symptothermie, des différentes variantes de la méthode. On peut faire, soit l'un ou les 2 aussi. Nous on est plus sur une variante, avec la glaire. C'est les pertes vaginales qu'on va avoir. Alors les pertes vaginales, c'est encore différent. Il y a ce qu'on appelle les leucorrhées, la grande famille des leucorrhées, c'est tout écoulement, blanc qui est visible à la vue. Donc il y a des sécrétions vaginales, il y a des sécrétions utérines. Par exemple, la glaire, elle vient du col de l'utérus.
Donc il y a des cellules vraiment typiques, il y a même je rentre un peu dans les détails, mais il y a même différents types de cellules dans le col qui vont produire différents types de glaires et justement, c'est en fonction de l'empreinte hormonale, donc où on en est dans notre cycle, les niveaux d'hormones qui vont activer certains types de glaires, que d'autres. Donc par exemple, en préovulation, on va avoir vraiment en fait une évolution de moins fertile vers du plus fertile et en fait, le but de la glaire, c'est de maintenir en vie les spermatozoïdes, de les accueillir, de les nourrir et de les maintenir en vie dans le col de l'utérus en attendant l'ovulation. Parce que si on avait que la journée de l'ovulation, pour concevoir, tu vois, faudrait être, déjà super au courant de quel jour on ovule, à quelle heure, parce que si c'est la nuit, bah, tu as loupé quoi. Que là, le fait qu'il y ait la glaire avant, bah, en fait, ça augmente les probabilités de grossesse, tout simplement. D'accord, parce que le spermatozoïde vit plus longtemps aussi, et le fait d'avoir cette glaire cervicale, ça va l'emmener jusqu'à l'œuf finalement. Exactement, ouais et surtout, ça va le rendre disponible avant l'ovulation. Parce que dans la glaire, ils peuvent vivre, la grosse majorité, c'est 3 à 5 jours maximum. Donc on va regarder l'aspect de la glaire, en fait. Est-ce qu'elle est plus ou moins fertile? Donc les glaires un peu moins fertiles, ça va être des glaires, qui sont un peu, je prends un peu une image, mais comme le houmous, tu vois? Quelque chose un petit peu, pâteux, cassant. On imagine mal comment les spermatozoïdes peuvent, nager dedans et après, plus ça évolue, ça va être des fois un peu plus, blanchâtre, un peu plus, crémeux, comme du yaourt, par exemple et la glaire encore plus fertile, souvent, voilà, autour de l'ovulation, ça va être ce qu'on appelle la glaire blanc d'œuf, donc comme du blanc d'œuf cru, quelque chose de très, lubrifié, glissant, même quand on s'essuie au niveau du périnée, ça glisse. Alors, malgré tout, c'est pas toutes les femmes qui ont la glaire blanc d'œuf, mais on voit quand même, une évolution. Donc ça, c'est sous l'empreinte des œstrogènes, donc c'est toutes les hormones qui préparent l'ovulation. Tu peux avoir de la glaire cervicale blanc d'œuf, mais ne pas être fertile aussi. Bah, ne pas ovuler en tout cas. D'accord, On peut avoir des poussées d'œstrogènes, on peut avoir des moments où voilà, on a beaucoup d'œstrogènes, mais pas forcément une ovulation dans la foulée. d'accord. C'est là justement où le critère de la température, il est intéressant. La température, c'est pareil, sous les œstrogènes, elle va plutôt se stabiliser, devenir plus basse. C'est-à-dire pendant les règles, alors même en symptothermie, on ne prend même pas la température tous les jours. Pendant les règles, on ne la prend pas, par exemple. On va la prendre à la sortie des règles. Et plus on a d'œstrogènes et plus la température va voilà, se stabiliser. Et après, une fois qu'on ovule, on a une autre hormone qui rentre en jeu, c'est la progestérone. Et cette progestérone, eh bien, elle va affecter et la glaire et la température. Donc au niveau de la température, elle va monter, en fait. Donc on va avoir un décalage thermique entre le avant l'ovulation et le après l'ovulation et au niveau de la glaire, pareil, on va avoir une dégradation, c'est-à-dire que si on avait, une glaire, voilà, crémeuse, un peu étirable, blanc d'œuf et bien, après l'ovulation, elle va devenir, beaucoup plus pâteuse. Alors des fois, elle est tellement pâteuse qu'elle reste dans le col, donc on voit même plus de glaire. Donc soit carrément elle disparaît ou alors elle devient, voilà, d'un aspect, dégradé en tout cas. Ça, c'est juste après l'ovulation. Oui, c'est vraiment du jour au lendemain, quoi. Mmh. Et en termes de température, une température normale, on est plutôt autour de 36-36,5, c'est ça? Alors là, c'est pareil, ça dépend, enfin, ça dépend du mode de prise, ça dépend des femmes. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de cycles et il y a pas vraiment de enfin, chaque femme, elle a c'est différent et c'est différent d'un cycle à l'autre. Parce que sinon, on pourrait se dire: «Ah bah tiens, j'ai, telle référence, dans ma phase froide, donc j'aurais juste à prendre évidem tu vois, que quand ça monte, par exemple». Mmh. Mais en fait, non, d'un cycle à l'autre, ça change quand même de quelques dixièmes. Donc après, ça, c'est pareil, on a une fourchette, sur les graphiques qu'on utilise. Sachant qu'il y a 3 façons de prendre la température, soit la prise buccale, vaginale ou rectale. Donc là, ça dépend aussi, bah, comment on prend. Les orifices du bas, par exemple, c'est plus chaud. Mais des fois, je vois des prises buccales qui sont comme des prises, rectales, par exemple, qui sont vraiment chaudes aussi. Donc, il y a vraiment un peu de tous les profils au niveau des fourchettes de température. Mais au final, peu importe, on va dire le degré à combien on est, on pourrait faire, 70, tu vois? Peu importe. Ce qui va nous intéresser, c'est la comparaison, en fait, c'est le décalage qu'il va y avoir entre avant l'ovulation et après l'ovulation. Donc ça, on a des règles bien précises à appliquer, c'est ce qu'on appelle l'interprétation symptothermique et du coup, avec ces règles-là, eh bien, on peut valider que, bah, oui, j'ai bien eu, une montée de température et valider notre ovulation avec le changement de température et avec le changement de glaire. Donc on va regrouper pardon, ces 2 critères. C'est comme on prenait l'exemple tout à l'heure, on peut très bien des fois avoir de la glaire et pas d'ovulation, pas de température qui monte. D'accord, et est-ce que tu peux ne pas avoir de glaire, mais avoir une ovulation quand même? Alors ça, c'est peu probable.
soit il y a un souci d'observation, soit par exemple on est en pause pilule, il y en a pas beaucoup de glaire, mais normalement à l'ovulation, on doit avoir de la glaire. Ouais, Forcément. ouais. Parce que c'est là où on a plus d'œstrogènes, donc ça impacte forcément au niveau de la glaire. Ok, donc alors on commence à prendre sa température au dernier jour des règles ou dès le début finalement? Non, on peut alléger. Alors après, il y a des femmes qui aiment bien prendre, tous les jours du cycle, mais moi je suis plutôt partisane du moins j'en fais, mieux je me porte. Mais on peut prendre, ouais, voilà, à la fin des règles, pour les débutantes, on conseille à partir du jour 6 du cycle. Le jour 1, c'est le jour le plus abondant des règles et jour 6 donc dans son petit, calendrier de son cycle à soi et après voilà, on peut, voilà, surveiller la température jusqu'à la montée. En contraception, on peut s'arrêter à la montée, par exemple, ou il y en a qui font jusqu'à la fin du cycle aussi et la température reste haute jusqu'à la fin du cycle. Normalement, ça redescend pas, rapidement, quoi. Donc par exemple, moi je suis au jour 10 aujourd'hui. Si je commence à prendre ma température aujourd'hui, elle va augmenter jusqu'à l'ovulation. Non, elle va rester froide jusqu'à l'ovulation et monter après l'ovulation. D'accord. Donc c'est une fois que l'œuf a été libéré Ouais. et qu'il est plus actif finalement. Hem, en fait, au niveau de la température, on considère que c'est la première montée qui est le jour de l'ovulation. D'accord. Donc dès lors que j'ai une montée, l'ovulation est là, avec l'observation de la glaire cervicale bien évidemment. Et ensuite après je reviens sur une température qui reste haute jusqu'au jour des règles. Exactement, ouais. Souvent, ça baisse, la veille des règles, par exemple. D'accord. Donc ça baisse des règles, ça réaugmente un tout petit peu et après ça reste froid jusqu'à l'ovulation. Oui. Ah mais très bien. On doit observer des montées de température ou des baisses de température de quelques dizaines. Alors là, ouais, après ça, enfin ça, c'est l'interprétation, c'est difficile de généraliser, mais en gros, ouais, il y a un demi, degré d'écart, quoi, on va dire, pour, Et en demi-degré, c'est pas en. Je prends 3 non, ouais, degrés. non, non, c'est assez subtil. Mais après, enfin voilà, on valide sur plusieurs températures, c'est pas juste une montée. Il y a des critères différents pour si c'est la première montée, deuxième montée, troisième montée. Enfin là, après, ça devient, assez technique, mais c'est justement, il faut aussi un thermomètre, adapté. Ça, on peut avec les thermomètres, on va dire un petit peu, standards, c'est difficile de voir des fois les ovulations. Donc c'est mieux d'avoir un thermomètre avec 2 décimales. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est un outil, qui est beaucoup plus précis et justement pour avoir cette finesse après dans l'interprétation. La première montée, par exemple, on va valider à partir de 0,05 degrés d'écart, un demi-dixième. Il faut effectivement un thermomètre qui soit adapté. Exactement, ouais. Et pas son thermomètre où tu prends la température ni à la tempe, ni sous le bras, quoi. Ouais, non, ouais. Un orifice interne, ouais. C'est ce qu'on appelle température basale, en fait. C'est vraiment, dans certaines conditions, quoi. Mmh. C'est celle qu'on utilise pour les nouveau-nés aussi, pour être certain d'avoir un chiffre exact. Ok. Même à l'hôpital, sur certains suivis de pathologie, ils le font, mais genre, ils passent dans les chambres à 5 heures du matin. Mm. C'est la température au réveil, en fait. Mmh. D'accord, ok. Très bien. Bah, hyper intéressant, merci Eugénie. Mais je t'en prie. Du coup, donc toi, tu utilises cette méthode de contraception. Est-ce que tu peux nous donner d'autres signes de modification, peut-être physiques, physiologiques? Oui, alors après il y a, bah, le col, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ça, c'est pour rester encore dans les critères symptothermiques, évidemment. Donc le col de l'utérus, c'est pareil, en fonction des hormones aussi, il va changer de texture, de hauteur. Donc ça, on peut faire le suivi en allant toucher son col, bah, de façon quotidienne, hein, comme les autres observations, sinon c'est difficile d'avoir des points de comparaison et donc on peut toucher le col et voir, voilà, est-ce qu'il est plus ouvert? Est-ce qu'il est plus souple? Et en fait, plus on a d'œstrogènes, plus le col va s'ouvrir, en fait. C'est vraiment comme les portes de l'utérus. Donc heu, plus on approche de l'ovulation, plus il va être accueillant parce que le but du cycle, bah, c'est la reproduction clairement, quoi. Donc le corps, il fait tout pour encourager la reproduction. Donc il l'ouvre, il s'ouvre et il devient, plus souple, il remonte aussi dans le vagin et après l'ovulation, là, c'est l'inverse. Bah, comme il pense qu'on a été fécondé, eh bien, il va refermer les portes pour protéger s'il y a une éventuelle grossesse. Donc le col va se refermer, il va être plus dur, un petit peu comme le bout du nez, tu vois? Une texture un peu plus ferme et redescendre dans le vagin. Donc ça, c'est pareil, des fois, on peut le sentir, par exemple, quand on a des rapports sexuels, on dit: «Ah, mais tiens, c'est bizarre, je sens que ça tape dans quelque chose». Ça, c'est le col, par exemple, quand il est plus, redescendu, ouais. C'est le col qui s'est fermé, qui est redescendu et qui attend le prochain Exactement, cycle. ouais, Ok. ouais. Donc après, il y a tout ce qui est aussi, les autres symptômes, notamment tout ce qui est changement d'énergie. Donc là, ça va être un peu plus subtil, mais en vrai, il y a beaucoup de femmes qui le sentent, mais sans savoir que c'est ça. Vraiment typiquement, par exemple, ce qu'on appelle le SPM, syndrome prémenstruel, ça va être après l'ovulation,
jusqu'aux prochaines règles. Donc là, c'est une phase où souvent on se sent pas très bien, on va vite, s'engueuler avec son copain, par exemple, on est un peu sur la défensive. Ça, c'est lié aux hormones aussi, tu vois? Donc il y a aussi le avant l'ovulation, mais souvent on s'en rend pas compte parce qu'on est bien, on est dans une bonne énergie, on est plus ouverte. Mais si on regarde bien en détail ces changements-là, on voit que c'est cyclique en fait. C'est très cyclique et c'est en lien aussi avec nos hormones et comment on a envie de, tu vois, d'accueillir, de se montrer aux autres. Donc après ça, on peut travailler de différentes façons, sur ça, mais c'est hyper intéressant aussi, même après dans le boulot, dans le développement personnel, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Comment on le met en place? À quel moment tu peux plus facilement négocier des choses? À quel moment il faut peut-être prendre plus de temps pour soi? Donc ça, c'est très, très intéressant aussi, mais ça demande, voilà, de un petit peu s'auto-observer, donc c'est-à-dire vraiment de noter aussi des choses et de faire le lien après, une petite synthèse, voilà, en fonction des phases de mon cycle, qu'est-ce qui revient et comment ça se manifeste chez moi, quoi. C'est une vraie petite étude de soi-même, en fait, qu'il faut mener pendant son cycle, dès lors qu'on veut se lancer en symptothermie, pour comprendre son cycle finalement. Et tout Alors ça, c'est pas vraiment de la symptothermie, on va dire. La symptothermie, c'est juste l'étude des signes, de fertilité. d'accord. Mais c'est très complémentaire et c'est hyper enrichissant pour les femmes de comprendre aussi cet aspect-là. OK, et quand on dit que les femmes sont de mauvaise humeur pendant leurs règles, finalement, c'est faux. Elles sont de mauvaise humeur avant leurs règles. Oui, plus souvent, c'est le avant. Mmh. Pendant leur règle, elles sont surtout fatiguées et envie de pas être dérangées, quoi. Exactement, c'est ça. Et alors, du coup, tu parlais d'une hormone tout à l'heure qui pouvait provoquer ça, ou c'était vraiment le SPM, le syndrome prémenstruel finalement qu'on va observer? Ah bah, c'est en lien avec les phases hormonales, ouais, ouais. Mais tu as une En hormone en fait particulier ou c'est plusieurs en dessus? fait, en phase post-ovulatoire, on a la progestérone qui est dominante, Mmh mh. mais on a aussi des œstrogènes qui sont un petit peu, en sous-marin et en fait, il y a plusieurs, fluctuations. Donc il y a vraiment pour moi, il y a 2 phases dans la phase post-ovulatoire et justement, il y a différents types de SPM aussi selon les phases du cycle. Enfin, les phases de cette phase. Mmh. En fait, tu as vraiment le après l'ovulation où là, la progestérone va monter et les œstrogènes un petit peu descendre et quelques jours après, une bonne semaine après, tu as le schéma inverse où c'est la progestérone qui va redescendre et les œstrogènes qui étaient là, du coup, qui vont reprendre un peu plus de place. Parce que, par exemple, à la fin du cycle, le col, il n'est pas complètement fermé. Il va s'ouvrir un petit peu pour laisser passer les menstruations. On peut revoir de la glaire, de meilleure qualité. Souvent, on a un petit regain de libido aussi quelques jours, la veille des règles, quelques jours avant les règles. Ça, c'est dû aux œstrogènes, par exemple. D'accord, OK. Donc c'est intéressant aussi de voir, bah, voilà, dans quelle, énergie je suis, les différents symptômes que je peux avoir et justement, bah, à quel moment dans mon cycle. Donc après, quand on a la symptothermie comme un outil pour voir ce qui se passe dans notre cycle, bah, c'est beaucoup plus facile, tu vois, d'identifier, bah, oui, mon ovulation, elle a eu lieu là, là j'étais comme ci, là j'étais comme ça. C'est vraiment, enfin moi, c'est comme une loupe magique en fait qui te permet de voir, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cycle à toi, quoi. Mmh. Et quand on a en symptothermie, pour avoir un mode de contraception et qu'on a Ouais. des règles irrégulières, est-ce que c'est aussi, facile, mais il faut, prendre plus sa température et être plus observatrice? Ou est-ce qu'on a des risques que ça fonctionne moins bien, finalement? Ouais. Alors justement, c'est ça qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'on se base pas du tout sur un rythme calendaire. D'accord? Mmh. Donc même des cycles irréguliers, ça marche parce qu'on va observer les signes fertiles. Qu'est-ce qui se présente? Et on va constater l'ovulation. Donc si on a des cycles irréguliers, ça veut dire qu'on a une ovulation qui va beaucoup bouger. C'est plutôt la phase préovulatoire qui va bouger, qui va être plus ou moins longue. L'ovulation et le après l'ovulation, en général, c'est plutôt stable. Chez une même femme, on retrouve à peu près la même durée, entre 11 à 16 jours. Donc si une femme est plutôt autour de 11 jours, bah, elle aura des fois 10 jours, des fois 12 jours, par exemple. Mmh. Donc on peut aussi, une fois qu'on a ovulé, bah, prévoir la date de nos règles, en fait, par rapport à ça. D'accord. Donc ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui ont des cycles irréguliers. Après, faut aussi mettre de la réserve sur qu'est-ce qu'on appelle un cycle irrégulier. J'en parlais un petit peu en intro, mais il y a beaucoup de femmes des fois qui s'inquiètent: «Ah, j'ai 2 jours de retard». En fait, 2 jours sur un cycle naturel, c'est pas du retard, c'est juste des variations, en fait. Donc ça, c'est tout à fait normal. On va commencer à parler d'irrégularité au-delà d'une semaine, au-delà de 8, 10 jours d'écart, en fait. Mmh. D'accord. Donc après, est-ce que j'ai un cycle irrégulier parce que, j'ai eu un événement, très perturbateur dans mon cycle? Ça peut être émotionnel, ça peut être physique. Ou est-ce que régulièrement, voilà, j'ai des cycles, qui sont,
peut-être un petit peu déréglée au niveau hormonal? Est-ce que j'ai des conditions particulières? Est-ce que je suis en post-pilule? Est-ce que, je suis en carence de quelque chose? Donc il y a plein de paramètres aussi, à prendre en compte, quoi. C'est si tu veux, notre cycle, c'est vraiment un reflet aussi de notre bonne santé physique et émotionnelle, en fait. Est-ce qu'il y a des cas, dans lesquels on ne doit pas forcément utiliser la symptothermie, ou un mode de contraception un peu différent? On a parlé de la pilule, on a parlé du stérilet, on a parlé du Ouais. préservatif. Est-ce que tu as d'autres moyens de contraception que tu recommandes quand on veut se lancer en symptothermie, et éviter les risques? Alors après, effectivement, on peut coupler la symptothermie avec ce qu'on appelle des moyens barrières. Donc c'est-à-dire que quand on est, dans la phase fertile, on peut soit s'abstenir de façon périodique, donc pendant quelques jours, bah, on ne fait pas, par exemple, de pénétration vaginale, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de rapport non plus. Et puis il y a certains couples, voilà, qui choisissent des moyens barrières, donc plus souvent le préservatif parce que c'est quand même le plus efficace après au niveau des indices de Pearl. Préservatif féminin, préservatif masculin ou éventuellement le diaphragme aussi qui peut être une bonne alternative, si on est en couple stable parce que ça protège pas des MST non plus. Après tous les autres moyens comme par exemple les spermicides, éponges, ovules et tout ça, l'efficacité est vraiment très aléatoire donc c'est pas du tout, recommandé dans le cadre d'une contraception, quoi. Super, bah, écoute, merci beaucoup Ouais, pour tous ces merci éclairages. à toi. Je connaissais pas du tout la symptothermie et je pense que je trouve ça hyper intéressant. Je pense que je vais essayer de tester, Ouais, pour mon prochain cycle. Je te dirai, si OK. si je suis arrivée à observer, quelque chose d'intéressant. Mais, du coup, c'est vrai qu'en discutant avec toi, j'ai des souvenirs de cycles où effectivement notamment quand j'étais en phase de conception de bébé où, ça m'aurait vachement aidée. Parce que du Ouais, coup, ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe dans mon corps et c'est assez c'est ça. intéressant et je te remercie. Merci à toi et juste après pour un dernier petit mot, c'est vrai que, comme tu dis, tu vas tester la symptothermie. Alors c'est une méthode qu'il faut envisager quand même à plus ou moins moyen, long terme, on va dire. L'apprentissage qu'on recommande, c'est au moins sur 6 cycles. Mmh. Il y a vraiment 2 phases, en fait, dans l'apprentissage. Il y a la première phase où on va apprendre à observer son cycle. Mmh Donc mh. là, c'est ce que tu vas faire, la découverte, voir tes variations et tout ça. Mais après, la deuxième phase, c'est vraiment l'interprétation. Donc là, il y a des règles bien précises à appliquer pour pouvoir valider, bah oui, j'ai, ovulé, je suis sortie de ma fenêtre de fertilité et cetera. Donc il y a vraiment une vraie sécurité contraceptive. C'est pour ça aussi qu'on a un très bon, indice de Pearl avec la symptothermie, hein. C'est une méthode très Mmh. efficace si elle est bien appliquée et c'est pour des couples qui sont aussi, formés. Ouais. Après en autodidacte, on n'a pas, une aussi bonne efficacité malheureusement. Alors du coup, Eugénie, est-ce que tu peux nous conseiller un endroit, un lieu, un site où on peut trouver des informations ou se former à la symptothermie peut-être? Oui, bah, vous pouvez venir sur mon site avec plaisir. Donc, moi je propose, déjà, de l'information. Donc je fais régulièrement des webinaires aussi pour présenter la méthode parce qu'il faut avoir en tête que voilà, c'est vraiment un changement, de paradigme comme on dit. C'est-à-dire que enfin, on change complètement de système de croyance aussi par rapport au fait, de la peur de tomber enceinte, de remettre sa fertilité sur un autre dispositif. Là, on devient vraiment responsable de sa fertilité. Donc déjà, je pense qu'il y a un premier temps, il faut en parler avec son partenaire si on est en couple, vraiment se poser les bonnes questions et après se former. Donc là, c'est pareil, je propose des formations, assez régulièrement, en direct pour que les gens puissent poser leurs questions aussi. Vous pouvez venir avec votre conjoint, il y a pas de souci. Donc quelque chose qui va se mettre en place, voilà, au fur et à mesure des cycles. Mais franchement, dans les personnes que je forme, voilà, en général, tout le monde est assez content d'avoir, trouvé cette alternative, même si au début ça peut paraître un petit peu, difficile, compliqué à mettre en place. C'est c'est vraiment une petite routine à prendre, en fait. Enfin, moi pourtant je suis pas quelqu'un de la routine et je trouve que justement c'est ça qui est bien aussi, c'est que la méthode permet une certaine, flexibilité. Tu vois? Aussi bien dans les prises de température, dans l'observation. On peut utiliser des applis mobiles, donc c'est assez, voilà, c'est assez cool, c'est assez, facile après au fur et à mesure qu'on pratique, quoi. Et tu proposes sur ton site, pas mal de formations, donc ça, c'est super intéressant. Donc pour Mmh. tous ceux qui ont écouté, ce podcast et qui sont intéressés par ce sujet, je vous conseille, vivement d'aller voir le site d'Eugénie, qui s'appelle Ouais, universel avec 2 LE.fr pour retrouver une application aussi que tu recommandes qui s'appelle Woonly, si je me trompe exactement, ouais. Mmh. et ce fameux thermomètre et bien évidemment toutes tes formations et tes webinaires qui sont gratuits. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir la symptothermie. En tout cas, pour moi, c'est une grande découverte et je vais approfondir le sujet. J'espère qu'on se reparlera très bientôt pour d'autres sujets aussi passionnants. Avec plaisir Marion, merci beaucoup. À très bientôt. Merci Eugénie. Merci, bye.